Dans la société civile, beaucoup sont persuadés que les militaires savent mieux commander que les autres. Je ne sais si c'est vrai. En tout cas, pour moi, ça ne l'était pas du tout, au moins au départ. Jeune officier, j'avais un mal fou à travailler avec les équipes qui m'étaient confiées. Je n'avais aucune organisation de répartition du travail. Je faisais d'ailleurs une bonne partie de celui de mes adjoints, très mal en outre, et assez peu le mien. À ce rythme, j'étais rapidement submergé, alors que mes adjoints se la coulaient douce. Jusqu'au jour où mon commandant décida de s'occuper de mon cas. Contrairement à ses prédécesseurs, qui, constatant mes difficultés à assumer l'intégralité de mes responsabilités et en prenaient eux-mêmes à leur compte une partie, celui-ci persista à me déléguer énormément de travail. J'étais d'ailleurs persuadé qu'il me faisait faire tout son boulot, alors que c'était tout simplement le mien. Si auparavant j'avais du mal, là, j'ai été totalement largué. C'est alors que j'ai été contraint de faire. Plus possible de m'en sortir autrement. J'ai donc commencé, pour la première fois de ma carrière, à discuter de leur travail avec mes adjoints. Ça n'a pas très bien fonctionné au départ, parce que je ne prenais pas suffisamment de temps pour leur expliquer exactement les choses. Mais j'ai persévéré, parce que s'ils ne m'aidaient pas, ça n'allait pas le faire. J'ai donc commencé à écrire, clairement et simplement ce que j'attendais d'eux. D'abord leur mission, puis les échéances, et enfin le résultat attendu. Et miracle, ça a commencé à fonctionner. Pour la première fois, j'avais des adjoints qui faisaient avancer le travail, et même plus vite et mieux que ce que j'aurais imaginé. Puis j'ai commencé à améliorer mes méthodes. Je remis en place un cahier d'ordre. Un cahier d'ordre, c'est une vieille astuce du commandement militaire qui consiste, pour le chef de service ou de section, à rédiger quotidiennement dans un cahier les missions de ses principaux adjoints, que ceux-ci viennent signer au cours d'échanges réguliers avec leur chef. Cette méthode était un peu tombée en désuétude dans les unités au sein desquelles j'ai servi, et je l'ai remis en place notamment avec un de mes principaux adjoints, un vieil officier marinier, pour qui la vie se passait plutôt bien. C'est bien simple, il ne faisait strictement rien. Grâce à son ancienneté, il n'inscrivait plus grand-chose, et il s'ingéniait à repousser à la gaffe, comme on dit dans la marine, l'intégralité du travail qu'on essayait de lui donner. Je désespérais de parvenir à lui faire quoi que ce soit. C'est donc sur lui que j'ai expérimenté cette méthode. La première semaine, les choses se passèrent plutôt bien. J'écrivais ses missions, la façon de faire notamment, parce qu'il fallait lui expliquer dans les détails. Il venait ensuite me faire ses comptes rendus, et nous cochions les cases. Parce que cocher les cases, ça fait toujours du bien. La deuxième semaine, la machine avait atteint son rythme de croisière, mais surtout une efficacité inattendue. Le soir, lorsque nous étions à quai, que l'équipage avait quitté le bord, il venait dans mon bureau, nous faisions le point des missions réalisées, la base, puis surprise, les missions qui s'étaient rajoutées et qui étaient déjà cochées. La métamorphose de cet homme-là était frappante. Du jour au lendemain, il avait quitté sa stature d'immaturité totale. Il était devenu un homme, debout, conscient de ses responsabilités et fier d'être capable de remplir ses missions. Plus tard, des officiers de mon carré m'ont demandé ce que j'avais fait pour susciter ce changement. Finalement, pas grand-chose. À l'instar de mon commandant, j'avais persisté à déléguer et j'avais surtout commencé à parler sérieusement de son travail avec mon adjoint. En y réfléchissant, je lui avais surtout donné du temps.
Parce que quand on conçoit l'action en solitaire, ça va généralement assez vite. Mais quand il faut l'expliquer à quelqu'un qui n'a ni la même formation, ni la même expérience, ni le même caractère que soi, c'est très long. Ensuite, en lui expliquant les missions et la façon de faire pour les réaliser, je me rendis compte que je lui avais aussi transmis des connaissances. Parce que quand on explique à un adjoint comment faire, ça paraît tout simple. Mais si lui ne l'a jamais appris, quel enrichissement! Et cela devient un cercle vertueux, où en donnant le savoir que j'ai moi-même reçu, je deviens plus fort. Mes adjoints plus solides prennent des responsabilités et m'aident dans les difficultés. Et ce temps et ce savoir, je ne les ai pas donnés par altruisme, mais bien par nécessité. J'y étais contraint. Et c'est seulement après que j'ai vu que c'était très bon. Et c'était bon parce que tout le monde était content. Mon commandant d'abord, parce que enfin les missions étaient réalisées. Et mes subordonnés ensuite, parce que très visiblement je leur étais reconnaissant. Et c'est peu dire, ça fait tellement du bien de ne plus être tout seul pour faire le travail. C'est donc sur le tas, parce que j'étais tombé sur un commandant attentif, que j'ai compris que commander, ça ne repose pas d'abord sur mes qualités à moi, mais d'abord sur leur transmission. Mais ce n'est que plus tard, dans les postes de commandant second, puis de commandant, en réfléchissant à l'organisation du bâtiment au combat, que j'ai compris que ce que j'avais appris de façon individuelle avec mon vieil officier marinier, il me suffisait de le répliquer de façon globale à l'ensemble de l'équipage. En effet, pour commander dans l'urgence et sous stress un groupe bien plus grand, il importe de transférer à des autorités intermédiaires chacune des fonctions de commandement. Ainsi, mon cahier d'ordre avait été l'astuce qui m'avait permis de commander à quelques hommes. C'était dorénavant la gestion des organisations qui me permettait de commander un groupe bien plus grand dans n'importe quelle situation. Quel fossé avec mes préjugés antérieurs sur l'art du commandement. De mes lectures de jeune officier sur le bon chef, je n'avais retenu que ses qualités individuelles et jamais l'importance de l'organisation collective. Alors qu'aucune des qualités individuelles du chef, ni son humanité, ni sa clairvoyance, ni sa rapidité de réflexion ou de décision, dans la désorganisation du combat, ne pourra remplacer celle de chacun de ses adjoints, qui, dans son domaine, à son niveau, dispose d'une parcelle de la responsabilité du chef. Finalement, ce que m'aura appris cette expérience bien tardive, c'est qu'être chef, c'est d'abord donner. Et c'est donner sa confiance, puis son temps et son savoir, avant de transmettre enfin sa volonté pour recueillir le fruit du travail de tous, dans une œuvre essentiellement collective.